Le 12 août 1987, la chaleur étouffante de l'été breton s'abat sur l'Orient. La fête foraine annuelle bat son plein sur l'esplanade du port. Entre les stands de tir et les manèges illuminés, les rires des enfants se mêlent aux cris des forains. Vers 21h30, Marie Leblanc cherche son petit frère Thomas dans la foule. L'enfant de 8 ans a disparu quelques minutes plus tôt, quelque part entre les autos tamponneuses et le stand de barbe à papa. Elle hurle son prénom. Personne ne répond. 3 heures après, les gendarmes de l'Orient fouillent l'ensemble du site. Les forains éteignent leurs attractions une à une. Sous les néons clignotants, on ne trouve aucune trace du petit garçon. Pas de vêtements abandonnés, pas de témoins, rien. Thomas Leblanc s'est volatilisé dans cette nuit d'été comme si la terre l'avait englouti. Pendant 20 ans, cette disparition demeurera sans réponse. Jusqu'à ce qu'une photographie sorte de l'oubli et révèle un détail glaçant que personne n'avait remarqué. Sur ce cliché jauni datant de cette même soirée, on aperçoit Thomas devant un photomaton, souriant face à l'objectif. Mais derrière le rideau rayé de la cabine, une silhouette floue se tient immobile, comme figée dans l'ombre. Une forme humaine dont on distingue à peine les contours. Cette présence invisible qui observait l'enfant va bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur la nuit du 12 août. Car cette photo pose une question terrible. Qui était cette personne et pourquoi se cachait-elle derrière Thomas au moment précis où il allait disparaître? En 1987, Lorient est une ville portuaire de 59 000 habitants qui vit encore au rythme de son passé maritime. Les chantiers navals emploient des centaines d'ouvriers. L'été, la commune s'anime autour de son festival interceltique et de ses festivités populaires. La fête foraine annuelle installée sur l'esplanade du Fawédic représente l'événement le plus attendu par les familles. Cette année-là, elle ouvre ses portes le 8 août pour une semaine complète. Thomas Leblanc habite avec ses parents et sa sœur aînée Marie dans un immeuble de la rue Alsace-Lorraine, à 2 km du centre. C'est un garçon discret, bon élève, passionné de bande dessinée et de football. Son père Alain travaille comme mécanicien au chantier, sa mère Brigitte est caissière dans un supermarché du quartier. La famille mène une existence modeste et tranquille. Thomas n'a jamais posé le moindre problème. Il obéit, rentre toujours à l'heure, joue avec les enfants du voisinage sans s'éloigner. Le 12 août, Brigitte Leblanc autorise ses 2 enfants à se rendre seuls à la fête foraine en fin d'après-midi. Marie a 15 ans, elle est responsable. Thomas insiste depuis plusieurs jours pour y aller. Sa mère lui donne 30 francs et une consigne stricte. Rester avec sa sœur et rentrer avant 22 heures. Les 2 enfants quittent l'appartement vers 19 heures. Ils marchent jusqu'à l'esplanade sous un soleil encore éclatant. Autour d'eux, des dizaines de familles se pressent vers les manèges et les stands. Vers 20h15, Marie et Thomas mangent une crêpe au sucre achetée près de l'entrée principale. Ils montent ensuite dans les autos tamponneuses. Thomas rit aux éclats en percutant le véhicule de sa sœur. Après l'attraction, il se dirige vers un stand de tir. Marie tente de gagner une peluche pendant que son frère observe les autres joueurs. Quelques minutes plus tard, elle se retourne. Thomas n'est plus à côté d'elle. Elle pense qu'il est allé voir le manège voisin. Elle termine son tour puis part à sa recherche. 21h30. Marie parcourt l'allée centrale en appelant son frère. Elle interroge des forains, décrit Thomas. Petit pour son âge, cheveux bruns coupés courts, jean bleu, t-shirt blanc à rayures rouges. Personne ne l'a vu. La panique la gagne. Elle court jusqu'à l'entrée de la foire, scrute chaque visage, chaque silhouette d'enfant. Rien. À 22 heures, désespérée, elle alerte un agent de sécurité. L'homme prévient immédiatement les gendarmes. Les parents de Thomas sont contactés. Ils arrivent sur place 15 minutes plus tard, le visage défait. Avant de poursuivre cette enquête, dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ces histoires touchent des familles partout en France et vos témoignages comptent. Si vous voulez découvrir d'autres affaires mystérieuses et disparitions non résolues, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et si cette histoire vous intrigue déjà, laissez un like pour nous encourager à continuer ces investigations. Merci de votre soutien. Revenons maintenant à cette nuit du 12 août 1987. Les gendarmes arrivent sur l'esplanade du Fawédic à 22h20. Ils interrogent immédiatement Marie Leblanc, qui sanglote, incapable de se rappeler précisément à quel moment elle a perdu son frère de vue. Elle évoque le stand de tir, explique qu'elle s'est concentrée quelques secondes sur sa partie. Lorsqu'elle s'est retournée,
Thomas avait disparu. Les militaires questionnent les forains installés à proximité. Aucun n'a remarqué l'enfant seul. Personne ne se souvient d'un petit garçon en t-shirt rayé. Le dispositif de recherche s'organise rapidement. Les gendarmes demandent aux responsables de la fête de garder les grilles fermées. Ils fouillent systématiquement chaque attraction, chaque camion, chaque recoin. Des agents inspectent les toilettes publiques, les espaces de stockage, les véhicules stationnés autour du site. Brigitte Leblanc hurle le prénom de son fils en parcourant les allées désertes. Alain, le père, questionne méthodiquement chaque forain présent. Personne n'a vu Thomas. Personne ne sait rien. À minuit, les recherches s'étendent au-delà de l'enceinte de la foire. Des patrouilles inspectent les rues adjacentes, le parking, les jardins publics voisins. Une équipe descend jusqu'au port situé à quelques centaines de mètres. L'eau noire du bassin est scrutée avec des lampes torches. On redoute le pire. Un enfant peut se noyer en quelques instants, mais rien ne flotte à la surface. Aucun vêtement, aucun indice. L'hypothèse de l'accident commence à s'éloigner. Reste celle de l'enlèvement. Les gendarmes établissent un périmètre de sécurité autour de la zone. Ils dressent la liste de toutes les personnes présentes ce soir-là. Plusieurs dizaines de familles sont interrogées avant de quitter les lieux. Certains témoins affirment avoir vu un enfant correspondant à la description de Thomas près des manèges vers 20 h. D'autres évoquent un garçon seul qui marchait en direction de la sortie ouest. Les informations se contredisent. Rien de concret n'émerge. Thomas semble s'être évaporé dans la foule en quelques secondes. Le lendemain matin, 13 août, l'affaire prend une dimension médiatique. Les journaux locaux titrent sur la disparition inquiétante d'un enfant à Lorient. La photo scolaire de Thomas est diffusée à la télévision régionale. Le signalement circule dans toute la Bretagne. Des dizaines d'appels affluent à la gendarmerie. On signale un enfant ressemblant à Thomas à Quimper, puis à Vannes, puis à Rennes. Chaque piste est vérifiée. Toutes se révèlent infructueuses. Ce ne sont que des erreurs, des confusions. Les enquêteurs interrogent longuement Marie Leblanc. La jeune fille se sent terriblement coupable. Elle raconte encore et encore les derniers instants passés avec son frère. Elle évoque son sourire lorsqu'il conduisait l'auto-tamponneuse. Elle décrit son excitation devant le stand de tir. Puis ce moment où elle a détourné les yeux. Les gendarmes la rassurent. Elle n'est pas responsable. Mais Marie ne se pardonne pas. Elle pleure pendant des heures dans les bras de sa mère. Alain, lui, reste prostré, incapable d'exprimer sa douleur. Les forains présents ce soir-là sont tous contrôlés. Leurs antécédents sont vérifiés. La plupart travaillent dans le milieu depuis des décennies. Certains sont fichés pour de petits délits, vols, escroqueries mineures. Aucun n'a de casier pour agression ou enlèvement. Les gendarmes fouillent les caravanes, inspectent les camions. Ils ne trouvent rien de suspect. Les forains coopèrent, conscients de la gravité de la situation. Plusieurs d'entre eux ont des enfants. Ils comprennent l'angoisse des parents. Ils souhaitent sincèrement aider. Le 15 août, soit 3 jours après la disparition, une battue est organisée dans les environs de Lorient. Plus de 200 volontaires se mobilisent. Ils ratissent les bois, les terrains vagues, les zones industrielles abandonnées. Des chiens renifleurs participent aux recherches. On explore les berges de la rivière du Scorff, les anciennes carrières, les hangars désaffectés. Pendant 8 heures, hommes et femmes progressent en ligne, scrutant chaque mètre carré. Ils ne découvrent aucun indice, aucune trace de Thomas. Les enquêteurs élargissent leurs investigations. Ils dressent la liste de tous les délinquants sexuels connus dans un rayon de 100 km. Chaque individu est localisé et interrogé. Certains disposent d'alibis solides, d'autres sont placés en garde à vue par précaution. Les vérifications durent plusieurs jours. Aucun lien avec la disparition de Thomas n'est établi. Les pistes se multiplient, mais aucune ne mène nulle part. L'enquête piétine. La famille Leblanc sombre dans un désespoir absolu. Fin août, l'affaire commence à s'éloigner des premières pages. Les journaux évoquent encore la disparition, mais de manière plus espacée. Les recherches actives diminuent progressivement. Les gendarmes continuent d'explorer chaque signalement, chaque appel anonyme. Mais l'espoir s'amenuise. Brigitte Leblanc refuse d'accepter que son fils ait pu être enlevé. Elle imagine qu'il s'est perdu, qu'il marche quelque part en cherchant son chemin. Alain, lui, ne dit plus rien. Il passe ses soirées à fixer la photo de Thomas, posée sur la cheminée. Septembre arrive. Marie retourne au lycée le cœur lourd.
Ses camarades évitent le sujet. Elle porte son chagrin en silence. Les enseignants la ménagent. Chaque soir, elle rentre chez elle et retrouve sa mère qui pleure dans la cuisine. L'appartement de la rue Alsace-Lorraine est devenu un tombeau. Plus aucun rire ne résonne entre ses murs. La chambre de Thomas reste intacte. Ses jouets, ses livres, ses dessins sont figés dans le temps. Personne n'ose y toucher. C'est comme si l'on attendait encore son retour. Le capitaine Philippe Jourdain, responsable de la brigade de recherche de Lorient, prend l'affaire très à cœur. Cet homme de 42 ans a 2 enfants du même âge que Thomas. Il mesure la détresse de la famille Leblanc. Dès les premiers jours, il mobilise tous les moyens disponibles. Les auditions se multiplient. Les relevés téléphoniques des forains sont analysés. Les plaques d'immatriculation des véhicules stationnés près de la fête foraine ce soir-là sont toutes vérifiées. Rien de suspect n'apparaît. Les enquêteurs reconstituent précisément le parcours de Thomas et Marie sur le site de la foire. Ils identifient les attractions visitées, l'ordre des déplacements, les horaires approximatifs. Entre 20h et 21h15, les 2 enfants ont été vus par plusieurs témoins. Tous confirment qu'ils semblaient seuls, sans adultes les accompagnant. Personne ne se rappelle avoir observé un individu suivant les enfants ou manifestant un intérêt particulier pour eux. Le kidnappeur, s'il y en a un, est resté invisible. Une hypothèse émerge. Thomas aurait pu s'éloigner volontairement, attiré par quelque chose ou quelqu'un. Les gendarmes interrogent les camarades de classe du garçon. A-t-il mentionné une rencontre récente, un adulte avec qui il aurait parlé? Les enfants répondent négativement. Thomas était un garçon réservé qui ne parlait pas aux inconnus. Ses parents confirment qu'il respectait scrupuleusement les consignes de sécurité. Il n'aurait jamais suivi un étranger, sauf si cette personne avait gagné sa confiance. Les enquêteurs explorent aussi la piste d'un enlèvement crapuleux. La famille Leblanc est-elle visée pour une rançon? Cette hypothèse tombe rapidement. Alain et Brigitte sont des gens modestes, sans fortune. Personne ne pourrait imaginer obtenir de l'argent en enlevant leur fils. Aucune demande de rançon n'est formulée dans les jours suivants. Les écoutes téléphoniques placées au domicile ne captent aucun appel suspect. L'enlèvement ciblé semble donc exclu. Reste l'hypothèse de l'opportunisme. Un forain de passage, un prédateur en chasse, aurait pu repérer Thomas seul pendant ces quelques secondes où Marie était occupée. L'enfant aurait été approché, emmené rapidement vers un véhicule. En quelques instants, il aurait pu quitter les lieux sans attirer l'attention. Cette théorie correspond aux témoignages recueillis. Plusieurs personnes affirment avoir vu un enfant ressemblant à Thomas marcher vers la sortie ouest de la foire vers 21h. Mais personne ne peut affirmer avec certitude qu'il s'agissait bien de lui. Les gendarmes concentrent leurs efforts sur cette sortie ouest. Elle donne directement sur un parking peu éclairé où stationnaient des dizaines de véhicules. Aucune caméra de surveillance n'existe à cette époque. Impossible de savoir qui est entré ou sorti à ce moment précis. Les agents tentent de retrouver les automobilistes présents ce soir-là grâce aux témoignages. Des dizaines de personnes sont interrogées. Certaines se rappellent avoir vu un homme seul monté dans une camionnette blanche. D'autres évoquent une voiture sombre garée en retrait. L'information concernant la camionnette blanche retient l'attention. Plusieurs témoins indépendants confirment avoir aperçu ce véhicule vers 21h30. Un témoin précise même que le conducteur semblait pressé. Les gendarmes lancent un appel à témoins pour identifier le propriétaire de cette camionnette. Des centaines de signalements arrivent. Chaque véhicule correspondant à la description est contrôlé. Les propriétaires doivent justifier leur présence à Lorient ce soir-là. Tous fournissent des alibis vérifiables. La piste de la camionnette s'évanouit progressivement. En octobre 1987, soit 2 mois après la disparition, l'enquête marque le pas. Le capitaine Jourdain refuse de baisser les bras. Il reprend tous les éléments du dossier. Il fait rédiger une synthèse complète de l'affaire qui est transmise à d'autres brigades de gendarmerie. Peut-être qu'un enquêteur extérieur verra un détail négligé. Des spécialistes en enlèvement d'enfants sont consultés. Ils évoquent la possibilité d'un passage à l'acte isolé, sans préméditation. Un individu qui aurait cédé à une pulsion. Les psychologues expliquent que certains kidnappeurs d'enfants n'ont aucun antécédent. Ils mènent une vie ordinaire jusqu'au jour où un événement déclencheur les pousse à agir. La fête foraine, avec son ambiance festive et sa foule, aurait pu créer les conditions d'un passage à l'acte. L'individu aurait repéré Thomas, seul et vulnérable. Il aurait agi vite,
sans réfléchir. Cette hypothèse fait froid dans le dos. Elle implique que le coupable pourrait être n'importe qui. Un habitant de l'Orient, un visiteur de passage, quelqu'un sans passé criminel. Les enquêteurs revisitent les témoignages initiaux. Ils recherchent un comportement inhabituel, un individu qui serait resté en marge de la fête. Une femme mentionne avoir vu un homme d'une quarantaine d'années assis seul sur un banc, observant les enfants sur les manèges. Elle l'a trouvé étrange car il ne semblait accompagné d'aucun enfant. Elle l'a vu pendant une dizaine de minutes puis l'a perdu de vue. Cette information n'avait pas été jugée importante initialement. Elle l'est désormais. Mais impossible de retrouver cet homme 2 mois après. Les gendarmes diffusent à nouveau un appel à témoins concernant cet individu assis seul. Ils demandent à toute personne ayant remarqué un homme correspondant à cette description de se manifester. Quelques appels arrivent, mais rien de concret. Certains témoins évoquent des hommes seuls aperçus ce soir-là, mais aucun signalement ne converge. L'homme au banc demeure un fantôme. Peut-être n'a-t-il aucun lien avec la disparition. Peut-être est-il simplement venu seul à la foire. Ou peut-être est-il celui qui a emmené Thomas dans l'ombre. Au fil des mois, plusieurs pistes semblent prometteuses, puis se referment brutalement. En novembre 1987, un homme est arrêté à Quimper pour agression sur mineur. Lors de sa garde à vue, il évoque spontanément la disparition de Thomas Leblanc. Il prétend savoir où se trouve l'enfant. Les gendarmes de Lorient sont immédiatement prévenus. Le capitaine Jourdain se déplace en personne. L'individu, un marginal de 37 ans, change plusieurs fois de version. Il finit par avouer qu'il ne sait rien. Il voulait juste attirer l'attention. Cette fausse piste provoque un immense espoir suivi d'une déception terrible pour la famille Leblanc. Brigitte s'effondre en apprenant que l'homme mentait. Pendant quelques heures, elle avait imaginé retrouver son fils vivant. Alain, lui, reste silencieux. Il ne croit plus à rien. Marie pleure dans sa chambre. Ces montagnes russes émotionnelles épuisent toute la famille. Chaque nouvel espoir se transforme en désillusion. Les semaines passent et Thomas ne revient pas. L'absence devient insupportable. En janvier 1988, soit 5 mois après la disparition, un témoin se manifeste. Il affirme avoir vu un enfant ressemblant à Thomas dans une aire d'autoroute près de Nantes en septembre. L'enfant était accompagné d'un homme d'environ 50 ans. Le témoin n'a pas osé intervenir sur le moment, mais le souvenir le hante. Les gendarmes prennent ce témoignage au sérieux. Ils interrogent le témoin longuement. L'homme décrit précisément la scène. L'enfant portait un blouson bleu et semblait triste. Mais 5 mois se sont écoulés. Les enquêteurs tentent de retrouver cet homme et cet enfant. Ils contactent les gérants de l'aire d'autoroute. Aucune caméra de surveillance n'enregistrait les clients à cette époque. Impossible de vérifier l'information. Les gendarmes diffusent un appel à témoins concernant cet homme et cet enfant, aperçus en septembre. Personne d'autre ne se manifeste. Le témoignage reste isolé. Peut-être s'agissait-il réellement de Thomas. Peut-être pas. Sans éléments complémentaires, cette piste ne mène nulle part. Elle rejoint la longue liste des espoirs déçus. Au printemps 1988, une rumeur circule dans l'Orient. On parle d'un réseau de trafic d'enfants opérant en Bretagne. Des disparitions similaires auraient eu lieu dans d'autres villes. Les gendarmes vérifient ces informations. Aucune disparition comparable à celle de Thomas n'est enregistrée dans la région durant cette période. La rumeur s'avère infondée. Elle naît de la peur collective et du besoin de trouver une explication. Mais elle entretient un climat anxiogène. Les parents ne laissent plus leurs enfants sortir seuls. Un forain interrogé en août 1987 refait surface en avril 1988. Il contacte la gendarmerie pour préciser un détail. Ce soir-là, il a remarqué un homme qui traînait près des attractions sans jamais monter dans aucune. Cet individu portait une casquette sombre et fumait des cigarettes. Le forain l'a trouvé suspect. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas signalé immédiatement? Il explique qu'il n'y a pas pensé sur le moment. Ce n'est que des mois plus tard que ce souvenir lui est revenu. Les gendarmes tentent d'identifier cet homme à la casquette. Ils demandent au forain de fournir un signalement détaillé. L'individu mesurait environ 1,75 m, corpulence moyenne, cheveux châtains visibles sous la casquette. Le forain ne peut donner plus de précision. 8 mois se sont écoulés. Sa mémoire est floue. Les enquêteurs diffusent ce nouveau signalement mais sans grand espoir. Des centaines d'hommes correspondent à cette description.
Sans photo, sans nom, impossible de progresser. L'homme à la casquette devient un suspect fantôme de plus. En juin 1988, une lettre anonyme arrive à la gendarmerie. L'auteur prétend savoir où est enterré Thomas. Il donne des indications précises. Une forêt près de Guidel, à 15 km de Lorient. Les gendarmes organisent des fouilles sur zone. Pendant 2 jours, une équipe creuse à l'endroit indiqué. Ils ne trouvent rien. Pas de corps, pas d'objet appartenant à l'enfant. La lettre était un canular cruel. Quelqu'un a voulu jouer avec la douleur de la famille. Les Leblanc ne sont même pas informés de cette opération. Les années passent. L'affaire Thomas Leblanc rejoint les dossiers non résolus. Le capitaine Jourdain part à la retraite en 1993. Il confie le dossier à son successeur avec un goût d'inachevé. Il n'a jamais accepté cet échec. Dans son bureau, il conserve une photo de Thomas. Chaque fois qu'il la regarde, il se demande ce qu'il aurait pu faire de plus. Brigitte et Alain continuent de vivre dans l'appartement de la rue Alsace-Lorraine. Ils n'ont jamais déménagé. Ils attendent toujours un signe. Marie, devenue adulte, quitte Lorient pour poursuivre des études à Rennes. Elle ne supporte plus cette ville qui lui rappelle la pire nuit de sa vie. Elle évite de revenir. Les relations avec ses parents se distendent. Chacun porte son chagrin différemment. La famille s'est brisée ce 12 août 1987. Brigitte vieillit prématurément. Alain développe des problèmes cardiaques. Le deuil impossible ronge leurs existences. Ils ne sauront jamais ce qui est arrivé à leur fils. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Les gendarmes classent l'affaire sans abandonner définitivement. Le dossier reste ouvert. Chaque année, lors de l'anniversaire de la disparition, un communiqué de presse rappelle l'affaire. On demande à toute personne détenant une information de se manifester. Les appels se font rares. Personne ne sait rien. Personne n'a vu. Thomas Leblanc est devenu une ombre dans la mémoire collective lorientaise. Une histoire tragique dont on parle encore parfois lors des soirées d'été. Un mystère qui semble destiné à demeurer entier. Nous sommes en 2007, 20 ans exactement après la disparition. Un homme nommé Hervé Morin range le grenier de sa maison située à Lorient. Il découvre un carton rempli de vieilles photos de famille. Parmi elles, une bande de photomatons datant d'août 1987. Il se souvient vaguement être allé à la fête foraine cette année-là avec sa femme. Sur les photos, on aperçoit le couple en train de faire des grimaces. Hervé sourit en observant ces images jaunies. Puis il remarque autre chose. Sur l'une des photos, en arrière-plan, on distingue un enfant devant une autre cabine de photomaton. L'enfant est de profil, souriant. Hervé n'y prête pas attention d'abord. Mais en regardant plus attentivement, il remarque un détail troublant. Derrière le rideau rayé de la cabine où se trouve l'enfant, une silhouette floue semble se tenir debout. Une forme humaine, dont on ne voit que les contours. Quelqu'un était là, caché derrière le rideau au moment où l'enfant posait. Hervé Morin ne fait pas immédiatement le lien avec l'affaire Leblanc. Il range les photos et n'y pense plus. Quelques jours plus tard, il discute avec un voisin qui évoque justement la disparition de Thomas, dont on commémore le 20e anniversaire. Un article vient de paraître dans Ouest France. Le voisin montre la photo de Thomas publiée dans le journal. Hervé fige. Ce visage lui rappelle quelque chose. L'enfant sur sa photo de photomaton. Il retourne chercher le cliché dans le grenier. Le doute n'est plus permis. Sur la photo d'Hervé, prise le 12 août 1987 à la fête foraine de Lorient, on voit distinctement Thomas Leblanc devant une cabine de photomaton. L'enfant porte son t-shirt blanc à rayures rouges. Il sourit face à l'objectif de la machine. Mais derrière lui, dans l'ombre du rideau, se tient une silhouette humaine immobile. On devine une tête, des épaules, une posture figée. Quelqu'un observait Thomas au moment précis où il se faisait photographier. Quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Hervé Morin contacte immédiatement la gendarmerie. Il apporte la photo. Les enquêteurs en charge du dossier examinent le cliché avec stupéfaction. C'est la première trace visuelle de Thomas le soir de sa disparition. Et cette silhouette derrière le rideau change tout. Qui est cette personne? Pourquoi se cachait-elle? Le photomaton se trouvait près de l'entrée ouest de la foire, précisément dans la zone où Thomas a été vu pour la dernière fois. Cette découverte relance l'enquête 20 ans après. Les gendarmes font analyser la photo par des experts en imagerie. On tente d'améliorer la netteté, d'identifier des détails sur la silhouette. Les résultats restent limités.
La qualité du cliché est médiocre. On distingue une forme humaine d'environ 1,70 m, plutôt mince. Impossible de déterminer le sexe, l'âge ou les traits du visage. La personne portait probablement des vêtements sombres. Elle se tenait parfaitement immobile, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Les enquêteurs revisitent tous les témoignages concernant le photomaton. Plusieurs personnes avaient mentionné avoir vu Thomas près de cette machine vers 20h30, mais personne n'avait parlé d'un adulte accompagnant l'enfant. La silhouette derrière le rideau était donc passée inaperçue. Peut-être s'agissait-il d'un simple client attendant son tour, mais pourquoi se tenir ainsi, figé dans l'ombre, pendant qu'un enfant se fait photographier dans la cabine voisine? Le comportement semble étrange, suspect même. La photo est diffusée dans les médias en août 2007. Les journaux titrent sur cette découverte stupéfiante. 20 ans après, une image refait surface et révèle une présence inconnue auprès de Thomas quelques minutes avant sa disparition. L'appel à témoins est relancé. On demande à toute personne ayant utilisé le photomaton ce soir-là de se manifester. On cherche celui ou celle qui se tenait derrière ce rideau. Des dizaines d'appels arrivent, mais aucun n'apporte d'éléments concrets. Personne ne reconnaît cette silhouette floue. Brigitte Leblanc découvre la photo dans le journal. Elle s'effondre en reconnaissant le sourire de son fils. C'est la première fois depuis 20 ans qu'elle voit Thomas tel qu'il était ce soir-là, vivant, insouciant, heureux. Mais cette silhouette derrière lui la glace d'effroi. Quelqu'un était là. Quelqu'un observait son enfant. Peut-être celui qui l'a enlevé quelques instants plus tard. Alain, affaibli par l'âge et la maladie, pleure en silence. Marie, contactée à Rennes, refuse de regarder la photo. Elle ne veut pas raviver ses souvenirs. Les gendarmes tentent de reconstituer précisément l'emploi du temps de Thomas entre 20h et 21h15. La photo du photomaton apporte un élément nouveau. Thomas est passé devant cette machine à un moment donné. Était-il seul? Marie ne se souvient pas de cet épisode. Elle pense qu'ils n'ont pas utilisé le photomaton. Peut-être Thomas s'est-il approché seul pendant qu'elle était occupée ailleurs, ou peut-être quelqu'un l'a-t-il attiré vers cette machine. La silhouette derrière le rideau prend soudain une dimension sinistre. Les enquêteurs explorent une nouvelle hypothèse troublante concernant la chronologie des événements de cette soirée maudite. Et si la personne cachée derrière le rideau avait délibérément attiré Thomas vers le photomaton dans le but précis de le séparer progressivement de sa sœur Marie? Un prédateur calculateur aurait parfaitement pu utiliser cette machine colorée comme un appât irrésistible pour un enfant curieux. Il aurait gentiment proposé à Thomas de faire des photos amusantes ensemble. L'enfant, naturellement curieux et confiant comme tous les enfants de son âge, aurait probablement accepté sans la moindre méfiance ni hésitation. La découverte inattendue de cette photographie troublante relance complètement l'enquête, qui était restée au point mort depuis tant d'années. Une cellule spécialisée dans les disparitions inquiétantes d'enfants est officiellement créée pour réexaminer minutieusement l'intégralité du dossier à la lumière de ce nouvel élément absolument capital. Les enquêteurs mobilisés recherchent activement d'autres clichés photographiques qui auraient pu être pris exactement ce soir-là à la fête foraine de Lorient. Ils lancent un appel massif dans toute la Bretagne par l'intermédiaire des journaux locaux et de la télévision régionale. Des dizaines de familles répondent spontanément et envoient leurs vieilles photos jaunies, datant précisément d'août 1987. Chaque image reçue est minutieusement analysée avec une attention extrême par les experts spécialisés en imagerie numérique. On cherche désespérément d'autres apparitions possibles de cette silhouette absolument mystérieuse sur d'autres clichés pris durant cette même soirée fatale. On scrute méthodiquement chaque visage visible en arrière-plan, chaque silhouette floue identifiable, chaque détail suspect. Mais malheureusement, aucune autre photographie de Thomas n'est finalement retrouvée malgré tous les efforts déployés. Le cliché découvert par Hervé Morin reste unique et irremplaçable. C'est la seule trace visuelle existante de Thomas ce soir-là. Et cette troublante silhouette cachée derrière le rideau rayé demeure le seul indice tangible d'une présence suspecte. Les experts techniques étudient l'angle de prise de vue. Cela signifie que Hervé Morin et sa femme se trouvaient à moins de 2 mètres de Thomas au moment du cliché. Ils ne l'ont pas remarqué. Ils n'ont pas vu la silhouette derrière le rideau non plus. Tout s'est joué dans l'indifférence générale de la foule. Des dizaines de personnes circulaient autour du photomaton ce soir-là, sans rien remarquer d'anormal ou de suspect.
Personne n'a vu quoi que ce soit d'inquiétant à signaler aux autorités. C'est justement cette banalité apparente qui rend toute l'affaire encore infiniment plus troublante pour les enquêteurs. Le mal peut effectivement se cacher en pleine lumière sans jamais attirer l'attention. Un prédateur expérimenté sait parfaitement se fondre dans la foule dense. Il observe, il attend, il agit au moment opportun. Puis il disparaît aussi discrètement qu'il est apparu, emportant sa victime dans l'ombre. Les gendarmes interrogent à nouveau méthodiquement tous les forains qui tenaient des stands près du photomaton en 1987. Certains sont décédés depuis, d'autres ont quitté la profession. Ceux qui sont retrouvés ne se souviennent de rien de précis. 20 ans ont effacé les détails. Un forain évoque vaguement un homme qui traînait près du photomaton. Impossible de fournir un signalement exploitable. Une piste technique émerge pourtant. Les machines de photomaton conservaient des traces de leurs utilisations. Certains appareils imprimaient des doubles pour archivage. Les gendarmes tentent de retrouver le propriétaire du photomaton présent à la foire ce soir-là. Après des recherches, ils identifient une société basée à Vannes qui gérait ces machines. Mais les archives de 1987 ont été détruites il y a longtemps. Aucune copie des photos n'existe plus. Les enquêteurs explorent aussi la possibilité que Thomas ait lui-même pris des photos. Si c'est le cas, ces clichés pourraient révéler l'identité de la personne derrière le rideau. Peut-être Thomas a-t-il gardé ces photos sur lui. Peut-être sont-elles tombées quelque part. Marie Leblanc accepte finalement de revenir à Lorient pour aider l'enquête relancée. Elle est interrogée longuement sur ses souvenirs du photomaton. Elle affirme n'avoir aucun souvenir que Thomas ait voulu faire des photos. Mais sa mémoire est-elle fiable après 20 ans? Elle avait 15 ans concentrée sur ses propres activités. Thomas a pu s'éloigner brièvement sans qu'elle s'en aperçoive. Il a pu être abordé par quelqu'un pendant ce court instant. Tout a pu se jouer en quelques secondes à peine. Un prédateur agit vite et sans laisser de traces. Un détail attire l'attention des enquêteurs sur la photographie retrouvée. Sur le cliché d'Hervé Morin, Thomas sourit franchement. Il ne semble pas effrayé ou contraint. Son expression est naturelle, détendue. Cela suggère qu'au moment de la photo, il ne se sentait pas en danger. Soit il n'avait pas encore rencontré son kidnappeur, soit cette personne avait réussi à gagner sa confiance. Un prédateur expérimenté sait se montrer rassurant. Il parle doucement, sourit, propose des jeux. L'enfant ne comprend le danger que trop tard, quand il est déjà trop tard pour s'échapper. Les psychologues consultés évoquent le phénomène bien documenté du stranger danger inversé. Certains enfants, malgré les mises en garde, font confiance à des adultes qui adoptent la bonne attitude. Si la personne derrière le rideau connaissait Thomas ou prétendait connaître ses parents, l'enfant aurait pu la suivre sans résistance. Les gendarmes vérifient une nouvelle fois l'entourage de la famille. Voisins, collègues, connaissances lointaines. Personne ne correspond au profil. Personne n'avait de raison de vouloir du mal à Thomas. L'enquête tourne en rond malgré cette nouvelle découverte photographique troublante. En 2008, un an après la découverte de la photo, l'enquête marque à nouveau le pas. Malgré tous les efforts, la silhouette derrière le rideau demeure non identifiée. Les gendarmes n'ont aucun nom, aucun suspect précis. La photo a apporté la preuve qu'une présence suspecte se trouvait auprès de Thomas peu avant sa disparition. Mais sans éléments complémentaires, impossible d'aller plus loin. Le mystère reste entier. Qui était cette personne? Que voulait-elle? Où est Thomas aujourd'hui? Ces questions continuent de hanter tous ceux qui ont travaillé sur cette affaire difficile. Brigitte Leblanc décède en 2010, à 68 ans, sans avoir jamais su ce qui est arrivé à son fils. Elle a attendu pendant 23 ans un signe qui n'est jamais venu. Alain la suit dans la tombe 6 mois plus tard. Le chagrin a rongé leurs existences jusqu'au bout. Marie hérite de l'appartement de la rue Alsace-Lorraine. Elle le vend immédiatement. Elle ne peut pas vivre dans ces murs hantés par l'absence. La chambre de Thomas est vidée. Les jouets sont donnés. Le passé est enfermé dans des cartons scellés, puis oublié au fond d'un garde-meuble. L'affaire Thomas Leblanc reste officiellement ouverte dans les archives de la Gendarmerie nationale. Le dossier contient désormais cette photo troublante qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Chaque année, lors de l'anniversaire de la disparition, certains médias évoquent encore cette histoire. La photo est republiée. On demande à nouveau aux témoins de se manifester. Mais les années passent et personne ne parle. La silhouette derrière le rideau garde son secret. Thomas Leblanc demeure une énigme française,
Un enfant disparu dont on ne retrouvera jamais la trace, ni le corps. Le 12 août 1987, entre les manèges illuminés et les stands de barbe à papa, un enfant de 8 ans s'est évaporé dans la nuit d'été. Pendant des années, cette disparition est restée inexpliquée, sans le moindre indice. Puis, 20 ans plus tard, une photo a révélé qu'au moment précis où Thomas Leblanc allait disparaître, quelqu'un se tenait près de lui. Une présence invisible, cachée derrière un rideau de photomaton. Cette silhouette floue incarne aujourd'hui toutes les questions sans réponse. Était-ce un kidnappeur qui observait sa proie avant de passer à l'action définitive? Les parents de Thomas sont morts sans savoir la vérité sur le sort de leur fils unique. Sa sœur Marie vit désormais loin de Lorient, loin de ses souvenirs insoutenables. Elle évite de parler de cette nuit. Mais chaque année, le 12 août, elle pense à son petit frère. Elle se demande ce qui se serait passé si elle n'avait pas détourné les yeux pendant ces quelques secondes fatales. La culpabilité ne s'efface jamais complètement, même après près de 40 ans. L'enquête reste officiellement ouverte, mais plus personne n'y croit vraiment. Thomas a disparu, et avec lui, tous les espoirs de comprendre un jour. Pourtant, cette photo continue d'interroger et de troubler les esprits. Qui se cachait derrière ce rideau? Pourquoi cette personne ne s'est-elle jamais manifestée? Si vous avez des informations sur cette affaire ou sur d'autres disparitions similaires, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Votre témoignage pourrait faire la différence. Pensez à vous abonner pour découvrir d'autres enquêtes mystérieuses qui ont marqué la France. Et si cette histoire vous a touché, laissez un like pour soutenir notre travail. Merci de votre attention. Certaines vérités ne demandent qu'à être révélées.